Deux chaînes restaurées, un ami trépassé. Les chevreaux sont tombés, mais Noog est désormais libéré. Vous avancez d'un pas pour en reculer de deux. Avez-vous l'impression de servir à quelque chose? Vos actes pourront-ils changer l'inévitable? L'apparition de Shumni-Gorath était peut-être écrite. Peut-être ne pourrez-vous rien y changer? Mais autre que le sauvetage du monde, certains hommes sont conduits par une toute autre motivation. La colère, la vengeance. Quel sentiment puissant mais destructeur. Prenez garde, joueurs, à avancer, sans pour autant vous consumer. Pendant la guerre, Marc a été témoin d'horreurs qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il a écrit ce qu'il a vu à Sophie, sa femme bien-aimée. Lorsqu'il est rentré chez lui, Marc a découvert que Sophie n'était plus humaine. Une des bêtes qu'il avait vues à l'étranger s'était emparée de son corps et l'avait tué en la possédant. Après cela, la soif de vengeance de Marc l'a conduit à entrer dans les rangs des combattants contre le Grand Ancien. Il avait eu de nombreux coéquipiers avant ce jour, mais il avait toujours été le seul survivant. Il n'avait jamais pu sauver personne, que ce soit sa femme ou Silas. Il avait l'impression d'être maudit en quelque sorte, condamné à ne jamais pouvoir rester auprès de ceux qu'il aime et qu'il apprécie. Se remémorant les souvenirs de sa femme pour trouver la force d'avancer, Marc avait pris un billet direction les Caraïbes. C'était un des seuls bateaux acceptant de faire la traversée, avec tous ces monstres invoqués et ces navires coulés par des forces obscures. Une fois à bord, il était resté assis dans un coin, ne faisant pas de vagues. Parfois, il allait sur le pont prendre l'air, mais tout cela n'était qu'une façade. Il avait envie d'imploser, de frapper dans les murs pour évacuer sa rage. Perdre Silas de cette façon, après tricher Diana. Brusquement, alors qu'il continuait à vagabonder sur le bateau, il découvrit un passager clandestin terrifié à bord du navire. Marc tenta alors de le réconforter du mieux qu'il put, en l'incitant à raconter son histoire. L'inconnu ne répondit pas, et il ne fallut pas davantage à Marc pour s'énerver, hausser le ton et lui agripper le col pour le secouer et le forcer à lui répondre. Une main se posa alors sur l'épaule de Marc, qui relâcha aussitôt le pauvre homme. Une femme se présenta à lui, vêtue d'une tunique et de bijoux typiques des clans d'Afrique du Sud. D'une voix calme, elle engagea la conversation. « Ne le sermonnez pas, dit-elle. Il craint ce qu'il a vu. Nous, non. » D'un pas en arrière, Marc se décala pour laisser passer la femme. Elle n'apprit rien d'intéressant à Marc ni à la femme, mais la situation se calma. Peu de temps après, Marc fit la connaissance de la femme qui l'avait aidé, Akashi, une chamane combattant le Grand Ancien. Elle avait été alertée par l'arrivée sur Terre de Noog, et elle avait pris le premier bateau disponible pour combattre l'entité en Amazonie. Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que le bateau accoste. Une fois à l'extérieur, ils furent pris de surprise par le froid glacial les accueillant. Le temps d'un instant, ils eurent un doute sur leur destination, mais non, aucune erreur. Le destin avait encore des tours à leur jouer. Se forçant à avancer malgré le froid, Marc voulut directement affronter Noog, mais Akashi le retint. Il n'était pas assez préparé pour affronter l'immondicité. Même s'il était mécontent, il suivit Akashi dans les diverses allées de la ville. Elle réussit à dénicher un grimoire ainsi qu'une patte de lapin, dont Marc n'en comprit pas l'utilité. Ils continuèrent à se promener dans les allées d'un magasin de livres anciens. Même si l'on ne pouvait trouver ici que des livres extrêmement rares, le système de classement était presque impossible à déchiffrer. Presque comme à l'instinct, Marc choisit un livre au hasard, sur une étagère au hasard, et le prit avec lui. Akashi montra une tête étonnée, et quand il lui demanda pourquoi, elle expliqua qu'il avait trouvé une perle rare, le Necronomicon, un livre de magie extrêmement rare, puissant et dangereux. Assez fier de sa trouvaille,
Mark sortit du magasin avec Akashi, et tout de suite, son intuition le rattrapa. Maintenant qu'il savait quoi et où chercher, il les voyait partout autour de lui. L'homme qui faisait semblant de dormir sur le banc, la femme les regardant dans le reflet de la vitre, le trio qui les suivait depuis qu'ils avaient quitté le port. Il traquait le moindre de leurs mouvements. Brusquement, 2 adorateurs du grand ancien sortirent de l'ombre, prêts à en découdre avec le duo. Mark dégaina son revolver et tira 2 balles qui tua les 2 hommes. Ils prirent la fuite sans demander leur reste, trouvant quelqu'un qui voulut bien les amener au plus près de Noog. Ils n'étaient pas totalement prêts. Il était impossible de l'être quand on allait combattre une telle entité, mais le temps manquait. Une fois sur place, Mark remercia le conducteur d'une poignée de main, et quand il eut le dos tourné, il siphonna son réservoir. Le feu était souvent la meilleure manière de repousser ces créatures, alors il ne se priva pas de mettre toutes les chances de son côté. Une brume noire émanait non loin de là, marquant la présence de Noog et de quelques rejetons de la chèvre près de lui. Akashi usa alors de son savoir. Elle invoqua une brume de Rélec, dans laquelle ils purent se camoufler et contourner les sous-fifres de Noog. Il aurait fallu une escouade complète pour venir à bout ne serait-ce que des rejetons. Il n'avait pas de temps à perdre avec eux. De plus, la brigade de Mark n'en était pas vraiment une. Ils étaient plutôt des chasseurs de primes, et Mark n'avait plus rien à leur offrir. Une fois devant lui, Mark s'effondra en premier. La monstruosité de la bête l'affectait mentalement, et il eut l'impression qu'on écrasait sa tête à coups de marteau. Akashi lui arracha le Necronomicon des mains, chercha quelque chose pour qu'il passe au-delà de la souffrance morale et combattre à ses côtés. Il trouva un sort pour lui insuffler du courage, ce qu'elle fit, mais au prix de son propre sang. Elle le sentait au fond d'elle-même. Au même instant, Noog attaqua, mais Akashi, une fois de plus, joua de son savoir et créa une barrière qui absorba le choc. Des voix commencèrent à résonner dans sa tête. Elle sentait que sa santé mentale était sévèrement touchée. Mark se releva alors, attrapa son bidon de kérosène et le versa sur les tentacules de Noog. Il esquiva une attaque, enclencha son briquet et le balança. L'entité prit feu brusquement, s'agitant dans tous les sens pour espérer se libérer des flammes, en vain. Mark n'eut pas la possibilité d'esquiver tous les coups dans l'agitation de Noog, et un de ses tentacules lui écrasa le bras. Il hurla de douleur, mais réussit encore à le bouger. Ses os ne semblaient pas brisés. Le feu s'était répandu sur la quasi-totalité du corps de Noog, mais malgré la combustion avancée, il n'était pas encore mort. Akashi, avec ses dernières forces, lança un sort de flétrissement du corps. La chair de Noog se mit alors à cloquer et à peler, jusqu'à ce qu'il fût réduit à une masse informe et sans vie. Ils avaient triomphé. Mark s'approcha d'Akashi alors qu'il se remettait doucement du coup qu'il avait pris, quand celle-ci vomit une flaque de sang noirâtre et qu'elle s'affaissa dans les bras de Mark. Elle avait été au-delà de ce que ses forces pouvaient l'emmener. Mais pour autant, elle était toujours là, toujours vivante, seulement au bord du gouffre. Il lui aurait suffi d'un sortilège, d'un coup, d'une seule annonce pour trépasser, mais pourtant, elle tint bon. Mark la serra dans ses bras, lui répéta qu'ils avaient réussi, que les 3 chaînes étaient maintenant soudées et que tout était terminé. Ils avaient réussi, ils avaient vaincu. Et pourtant, loin, très loin de là, le ciel se fractura. Une fissure se dessina dans l'air comme si elle s'était retrouvée sur un mur. Une masse informe et noire commença à s'en écouler, jusqu'à ce que Mark comprit de quoi il s'agissait. La mer sauvage de toutes les monstruosités se manifestait. Il s'agissait d'un énorme nuage duquel des dizaines de tentacules s'étendaient et se rétractaient. Où qu'elle aille, elle laisserait derrière elle d'énormes traces de sabots. Voir sa véritable forme terrifiante, c'était voir la véritable horreur primordiale. Là-bas, depuis cette fracture visible depuis l'Amazonie, la chèvre noire des bois aux 1000 chevreaux venait d'être invoquée malgré les 3 sauts. Shum-Niggurath était désormais sur terre.